vous êtes de garde, vous êtes réanimateur. Et en fait, l'infirmière d'ORL vous appelle pour un patient dont la tension est basse. C'est un monsieur de 65 ans qui a reçu il y a 10 jours une première cure de chimiothérapie par 5-fluorouracil, cisplatine et taxotere pour un cancer épidermoïde de l'hypopharynx. Et donc, quand vous arrivez, il a 75-37 de pression artérielle, une fréquence cardiaque à 125, il est fébrile à 39,7 et il sature à 91% en air ambiant. La première question, c'était de décrire votre examen clinique. Alors, donc, on recherche des signes de choc avec donc recherche de marbrure, des troubles de conscience, une cyanose, une oligurie. On palpe les extrémités des membres. On peut rechercher des signes d'hypercapnie, donc sueur, céphalée, troubles de conscience. Et puis on recherchera un foyer infectieux, donc respiratoire, avec donc on lui demandera s'il a une dyspnée, et puis on fera une auscultation, des signes urologiques avec brûlure mictionnelle par exemple, et puis on réalisera une BU, examen abdominal, et puis on recherchera une infection sur PAC. D'accord. Comment tu fais pour rechercher une infection sur PAC cliniquement ? Cliniquement, une inflammation locale, une peau douloureuse, chaude, rouge. Tu palpes aussi tout le trajet de tunnélisation. Tu sais, le PAC, il est mis là, et puis il y a tout un trajet sous-cutané, donc il faut le palper pour rechercher une tunnélite. Et puis, c'est bien. C'est bien de penser au PAC, il faut absolument que vous y pensiez s'il y a une question de... un cas de neutropénie fébrile comme ça. En général, les patients qui ont de la chimiothérapie, ils ont une voie d'abord centrale et c'est un des gros points d'appel. En gros, les principaux points d'appel, c'est le poumon, les urines et le PAC. Voilà. C'est bien de classer un peu ta réponse sur la gravité. C'était bien de dire que tu recherches des signes de gravité. En général, on regarde le système, l'hémodynamique, donc tu as bien tout dit, puis la respiration et le système nerveux central, les troubles de conscience, retentissement de l'un ou de l'autre sur les fonctions supérieures. Voilà. Une pneumopathie chez un neutropénique, ça peut quand même faire tousser, ça peut quand même faire cracher. Donc c'est plus la toux, l'expectoration qui vont être des signes d'infection pulmonaire plutôt que la dyspnée en fait. Mais effectivement, tu l'as ausculté, c'est bien. Et puis voilà, c'est bien. Question d'après, donc vous avez le bilan du matin, il avait moins de 100 leucocytes, 11,7 g d'hémoglobine et 61 000 plaquettes, une créate 75 micromoles par litre, urée 7 millimoles par litre et un iono normal. Résumez la situation clinique et quels sont vos examens complémentaires? Moi, j'ai mis qu'on suspectait une aplasie iatrogène secondaire à la chimiothérapie, compliquée de sepsis sévère, sans point d'appel clinique. Donc en urgence, j'ai fait un bilan bactériaux avec des hémocultures périphériques et sur PAC ou voie centrale répétée. Une radio de thorax, BU, ECBU et un prélèvement de gorge s'il y avait un point d'appel. Et après j'ai fait un bilan du retentissement du choc avec NFS, plaquettes, hémostase, surtout gaz du sang lactate et puis fonction rénale, iono, urée, créate. D'accord, très bien. Donc c'est bien ton bilan. Comment tu fais les hémocultures en fait? Qu'est-ce que tu... En même temps. En même temps, ouais. En même temps, en périphérique, au pli du coude, en veineux et sur le porte-à-4. Et c'est quoi l'intérêt de faire les deux? C'est de pouvoir faire un ratio de, si une bactériémie, de pouvoir faire un ratio de concentration. C'est ça, très bien. Donc en fait, on fait, plutôt que le ratio de concentration, on calcule en temps de pouce parce que c'est plus facile. Donc, mais ça revient exactement au même, c'est-à-dire que si la charge bactérienne est plus élevée sur le PAC qu'en périphérie, ça poussera plus vite, mais ça revient au même, hein, c'est le même. Et en pratique, on prend un délai de 2 heures pour dire que c'est une infection du PAC. C'est-à-dire vous avez un Escherichia coli qui pousse, vous prélevez à minuit votre patient, il y a un Escherichia coli qui pousse à 10 heures sur le PAC et un Escherichia coli qui pousse à 14 heures sur la périph'. Entre les deux, il y aura un délai de 4 heures. Et ça, c'est très très fortement évocateur d'une infection de la voie centrale. Par contre, s'il pousse en même temps ou en moins de 2, si la différence est de moins de 2 heures, a priori, c'est pas en faveur de l'infection du PAC. Ok, c'est bien, tu as bien rangé tes réponses en plus. Voilà, hein. Donc d'une part le retentissement, le bilan étiologique et d'autre part le retentissement, donc c'était très bien. Question d'après, quelles sont vos prescriptions initiales dans le cadre de l'urgence? Donc en urgence, je vais faire une mise en condition avec pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre. Si jamais j'ai un scope à disposition dans le service... Là on va te dire, mais tu as un PAC, pourquoi tu veux faire...
Il est s'il est infecté. Donc tu demandes de le déperfuser ou... Non, je laisse le pack, puis je perfuse. Donc tu perfuses 3 endroits en même temps? Moi, je mets qu'une seule voie périphérique ici. Non, moi je trouve que tu as eu la bonne attitude. Il faut mettre 2 voies veineuses périphériques de bon calibre. Les raisons, c'est d'une part, là, tu suspectes quand même, tu es obligé de suspecter une infection du pack et une infection grave. Donc ça serait bien d'arrêter de l'utiliser, parce que si tu as des bactéries, plein de cathéters, si tu l'utilises, ça favorise les bactériémies. Et d'autre part, en fait, tu peux pas faire du remplissage sur une voie, sur un porte-à-4. Tu peux pas, un remplissage, il faut un bon débit et tu peux pas faire sur un porte-à-4. Donc en gros, tu arrêtes d'utiliser le pack et tu perfuses en périph'. Ensuite, je fais un traitement symptomatique avec donc remplissage par sérum physiologique 500 cc à débit libre. Je fais une oxygénothérapie par masque à haute concentration. Puis un traitement étiologique avec bi-antibiothérapie probabilistre à large spectre après réalisation des hémocultures, donc par voie intraveineuse. Moi j'avais mis bêta-lactamine, aminoside, j'avais mis C3G par contre. Pas mis de... Et puis. T'as mis quoi comme C3G? C'est Fotaxime. Et puis j'avais arrêté la chimiothérapie provisoirement. Puis là, en fait, il l'a reçu, hein, sa chimio. Là. Il fait l'aplasie post-chimio, là, mais enfin, on fait rarement 10 jours de chimiothérapie à un patient, quand même. Mais bon, dans le doute, tu as raison. Et puis, surveillance clinique rapprochée de la température, de l'efficacité du remplissage par la tension artérielle et de la SPO2. Et de la saturation. D'accord. C'est quoi qui te semble le plus important dans ta surveillance, là? La SAT. Et la tension artérielle. La tension, hein, ouais. C'est vraiment la tension l'enjeu. C'est bien. Et imagine, tu fais 500 cc de phi et puis il a toujours la même tension. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la réanimation. Ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on fait 1,5 litre de remplissage. On fait 3 pochons. Mais tu as raison d'appeler la réanimation quand même, hein, pour les prévenir qu'il y a un patient qui n'est pas terrible. Mais en fait, avant de commencer les amines, on fait 1,5 litre, 3 fois 500 de remplissage. Je sais pas. Oui, pardon. Ouais, mais tu sais, les hémocs, elles pousseront... Est-ce que si les hémocs poussent au niveau du caté, on l'enlève tout de suite? Simplement, les hémocs, tu les auras que, je sais pas, 10 heures plus tard, 12 heures plus tard. Donc si tu as une suspicion clinique d'infection du caté, si c'est un caté, c'est facile, tu l'enlèves. Si c'est un porte-à-4, c'est un peu plus compliqué en pratique, parce qu'il te faut un chirurgien, enfin, il faut quand même... Donc c'est un petit peu plus compliqué, il faut t'assurer que tu peux l'enlever. Enfin, c'est une toute petite intervention, enfin, il suffit d'ouvrir la peau et de retirer le truc, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là... T'apprécies. Si le pack il est nickel, tu vas pas l'enlever dans un premier temps, quoi. La question c'est quand est-ce qu'on fait un isolement protecteur des patients nétrophoniques fébriles? Tout le temps normalement. Donc là, ça me semble pas l'urgence, tu vois, c'est un patient que tu vas sans doute transférer. Bon, le problème pour l'instant c'est que sa tension remonte. En fait, l'isolement protecteur, le but c'est c'est de diminuer les risques de contamination nosocomiale. Et de diminuer les risques d'infection virale transmises par le personnel. Donc là, c'est pas l'urgence, clairement, quoi. Et sinon, même s'ils sont pas fébriles, on les isole? Ouais, les patients nétrophoniques, il faut les isoler. Très bien. Donc, dans l'antibiothérapie, là, vous verrez, j'ai coté un peu des items pour dire quels germes on vise, etc. Donc, tu sais quoi, les germes dangereux en aplasie, comme ça? Ouais, c'est les BGN, c'est ça qui tue. Lui, il est un peu grave, donc ça aurait été justifié. Moi, j'ai mis juste de la tazocilline et un aminoside. Vu qu'il est grave, on aurait pu mettre d'emblée de la vancomycine pour couvrir aussi les staphes dorées résistants à la méticilline. Parce que le patient est suffisamment grave, donc tu n'as pas le droit de te tromper dans ta première ligne d'antibiothérapie, en fait. Et on fait toujours une bithérapie quand ils sont graves comme ça. Ok. Question d'après. Donc en fait, la tension ne remonte pas, la SAT baisse, et puis il a des gaz du sang pas terribles. Quelle prise en charge proposez-vous? Alors, comme il ne s'améliore pas et que ça grave, j'ai demandé un transfert en réanimation, donc avec un patient sous scope s'il n'avait pas déjà été mis sous scope, une sonde urinaire, et donc une sédation, intubation, ventilation mécanique en FiO2 à 100%. La poursuite de l'antibiothérapie avec éventuellement l'adapter, rajouter de la vanco, j'avais mis parce que... Voilà, continuer le remplissage et rajouter une amine vasoactive de la noradrénaline dans ce contexte. Et
Voilà, c'est tout ce que... Et continuer la surveillance. Donc c'est bien. J'espère que tout le monde l'a mis en réanimation et que vous l'avez bien écrit. Ça va être la première chose qui figure dans votre réponse. Un patient qui arrive en réanimation pour un choc septique, on va avoir besoin dans le choc septique, c'est un peu compliqué, mais il y a une défaillance, il y a une vasodilatation artérielle périphérique. Et puis, dans l'hypotension, il y a aussi une défaillance myocardique en général. Et donc, on va avoir besoin d'outils pour monitorer en permanence le débit cardiaque. Et donc, c'est des patients à qui on va mettre un cathéter artériel qui permet en permanence d'avoir la tension artérielle et qui permet aussi, par des artefacts techniques, d'avoir une évaluation en permanence du débit cardiaque. Parce que ton patient, il aura peut-être besoin de noradrénaline, mais il aura peut-être aussi besoin d'un peu d'amines qui sont plutôt actives sur le cœur, genre de la dobutamine, parce qu'il y aura peut-être aussi une défaillance cardiaque, myocardique associée. Les amines vasoactives, en fait, on peut les passer en voie veineuse périphérique Oui, tu peux. Comme ça. Ce qu'il faut, c'est les passer en voie veineuse centrale. Donc en fait, lui, il va arriver. Je pense qu'on va lui poser un cathéter veineux, un cathéter artériel. D'abord, on va l'intuber. Après, on va lui poser un cathéter veineux central. Un cathéter artériel, ça va très vite. Hein, c'est vraiment pas très compliqué à faire. On va lui mettre une sonde nasogastrique parce que quand il est intubé, il faut éviter que, quand il est en choc, le tube digestif, c'est pas l'organe privilégié. Et donc, il va avoir un iléus sans doute. Et donc, il faut éviter qu'il ait des pneumopathies de déglutition. Et puis, on va le scoper et tout ça. Donc, effectivement, on passera les amines sur voie veineuse centrale. Par contre, au début, si tu as besoin qu'il s'aggrave et tout, tu peux passer les amines sur voie veineuse périphérique. Enfin, c'est pas interdit, quoi. Si tu as besoin, tu les utilises. Voilà, donc on l'intube, c'est bien. Et puis on le remplit, et puis on lui met la noradré. Je vous ai mis deux petites choses là. Avant, on pensait qu'il fallait équilibrer au maximum la glycémie des patients en réanimation. Parce qu'en réanimation cardiaque, on s'est rendu compte que ceux qui ont une glycémie tout le temps entre 5 et 7, ils survivent beaucoup mieux que ceux qui ont une glycémie parfois à 10, parfois à 4. Donc on faisait des surveillances très rapprochées de la glycémie. Dans le choc septique, ça n'a pas été démontré, donc c'est quelque chose ça apporte pas un avantage de survie aux patients. Et puis la supplémentation en hydrocortisone, ça repose sur l'idée que les patients en choc septique, ils ont une insuffisance surrénale fonctionnelle, relative. C'est-à-dire que leur surrénale marche bien, mais pour faire face à un choc septique, ils ne sont pas capables de produire assez d'hydrocortisone. Donc pareil, on a pensé que c'était un avantage de leur donner l'hydrocortisone. Et ça aussi, il y a des études assez récentes qui ont montré que ça apportait pas vraiment que c'était pas clair que ça apportait un avantage. Donc je pense qu'on ça peut pas être coté à l'internat en tout cas, quoi. Donc vous oubliez. Et l'ulcère de stress, ça c'est... Moi je l'ai pas mis dans ma correction initiale. C'est pas systématique de faire une prévention de l'ulcère de stress en réanimation. Et l'anticoagulation, par contre, ça il faut leur mettre un peu de Lovenox, sauf s'il a la CIVD majeure. Voilà. La question numéro 5. Là, c'était une question peut-être un peu vache. Je pense que vous ne pouvez pas connaître ces critères. C'était pour vous aider à prendre conscience que vous pouvez deviner un peu les réponses, même si vous n'avez jamais vu le problème. Parce que ça peut vous arriver le jour de l'internat, et avec un peu de bon sens, on peut trouver. Donc là, en fait, on se demande s'il ne fait pas une pneumopathie acquise sous ventilation artificielle. Et donc, un patient sous tube, comment on peut imaginer qu'il a une pneumopathie? Comment on peut suspecter ça? Donc, j'ai mis que déjà, certainement, à la clinique, on retrouverait de la fièvre. Très bien. Peut-être qu'il y aurait des difficultés à le ventiler, qu'il faudrait peut-être adapter la ventilation mécanique. Donc en pratique, est-ce que tu sais comment on évalue la fonction respiratoire des patients intubés? C'est assez facile. On regarde la capnie. Non. La capnie, en fait, ça te renseigne sur les échanges gazeux en volume. C'est-à-dire que un patient qui est hypercapnique, c'est qu'il fait des trop petits volumes d'échanges gazeux et donc il n'arrive pas à évacuer son CO2. Et là, on s'intéresse plutôt à la membrane alvéolo-capillaire, parce que quand tu as une pneumopathie, tu as du pus dans les alvéoles et donc tu as des anomalies. Donc c'est plutôt la PaO2 en fait, qui va te renseigner. Et en fait, vu que le patient il est en ventilation artificielle, la PaO2 seule, ça ne te donne pas beaucoup d'informations. Parce que s'il est en FiO2 30%,
il ne peut pas avoir la même PaO2 que s'il est en FiO2 100%, tu vois. Tu sais ce que c'est la FiO2? Donc, on fait un rapport entre la PaO2 et la FiO2. Donc, c'est ce fameux rapport, vous devez le connaître pour la définition du SDRA. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça se fait. Donc, en gros, un patient qui a... la PaO2, c'est en millimètres de mercure. Donc, par exemple, il va avoir 300 mm de mercure de PaO2. Et la FiO2, c'est en pourcentage. Donc, par exemple, s'il est en FiO2 30%, c'est 0,3 qui est en dessous, et pas 30. Et du coup, lui, son rapport P sur F, il est à environ 900. Donc, il a des poumons qui marchent bien. Très bien, un peu trop bien même. Je pense pas que ce soit possible, cette situation. Par contre, un patient qui en FiO2 100%, donc là c'est 1, vous êtes d'accord, a une PaO2 à 200, bah, lui il respire pas très bien, il a un P sur F à 200, ça va pas très bien, quoi. Donc en fait c'est ce truc-là, ça correspond à la dyspnée chez quelqu'un dans la rue qui a une pneumopathie. En réanimation, l'objectif c'est combien? En fait, on fait pas un objectif de PaO2 sur FiO2, on veut qu'il ait une PaO2 qui soit à 100, quoi. On veut son sang il soit bien oxygéné par ses poumons. Après, si le rapport PaO2 sur FiO2 il baisse, tu vas être obligé d'augmenter la FiO2 et on ne peut pas augmenter au-delà de 100%. Donc c'est inquiétant parce que ça veut dire que sa fonction respiratoire elle est en train de se dégrader, quoi. Mais en fait c'est un indicateur, c'est pas un objectif. C'est la PaO2 l'objectif. Donc là, tu as dit deux choses importantes. Ouais. S'il y a des aspirations purulentes et si à l'auscultation il y a un foyer d'infection, et puis sinon pour le documenter, donc on peut toujours faire des hémocultures. Faut faire des prélèvements dirigés, je ne sais plus comment ça s'appelle, un prélèvement distal protégé, et avec un LBA. Donc ça, c'est pas la même chose, hein? Non, mais oui. Donc en gros, ça se fait pas en même temps. C'est ton patient avec sa trachée, hop, les bronches, et puis à la fin l'alvéole. Et le but, en fait, c'est ton patient intubé, il va être colonisé par des germes de la bouche, etc. Et donc là, il y a la sonde d'intubation. Et les germes, ils vont descendre comme ça, et donc ce que tu vas attraper comme bactériaux à cet endroit-là, tu auras des bactéries, et ça ne veut pas dire qu'elles sont pathogènes pour le poumon. Donc le but, c'est d'aller prélever le pus à cet endroit-là, au fond de l'alvéole. Et pour ça, effectivement, tu peux faire un PDP, un prélèvement distal protégé. Donc ça, c'est un tube, en fait, dans lequel il y a un deuxième tube. Et tu descends ce premier tube dans la sonde de trachéo, c'est un petit truc, hein. Tu le descends jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça bute. Et une fois que ça bute, tu vas sortir celui-là, hop, comme ça. Tu vas aspirer le pus de l'alvéole. Puis tu vas rentrer ton tube du milieu. Et après, tu vas ressortir le tout. Et tu vas récupérer le pus que tu as aspiré. Donc ça te permet que ce que tu vas aspirer là, il soit bien protégé, il ne soit pas contaminé par les germes d'ici. D'accord? Donc ça, c'est le PDP. Tu peux faire aussi un peu pareil, la brosse télescopique protégée. Et donc c'est en gros, au lieu que ce soit un petit tube pour aspirer, c'est une petite brosse. Et donc tu sors ta brosse et tu grattes. Et le troisième truc, c'est le lavage broncho-alvéolaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça, par contre, c'est en fibroscopie. Tu descends avec un fibroscope, tu vois là où c'est le plus sale, et tu mets du sérum phi, et tu réabsorbes, et tu t'envoies ça en bactérieux. Ok. Donc, alors les critères pour la pneumopathie acquise sous ventilation, c'est les critères d'Andrews, mais il ne faut pas retenir ça. Donc là, il y avait la température, tu l'as dit. Les sécrétions trachéales purulentes ou augmentées de volume, c'est comme les gens qui ont une pneumopathie et qui toussent, hein, et qui crachent. L'altération de l'hématose, donc c'est la dyspnée ou l'altération du rapport P sur F chez les patients intubés. L'hyperleucocytose ou la neutropénie, c'est le syndrome inflammatoire. Et les données radiologiques. Il n'y a pas l'auscultation là-dedans, parce que c'est pas ressorti dans leurs études, mais enfin, c'était intelligent d'y penser, quoi. Et donc, je vous ai mis un peu les prélèvements, les différents types de prélèvements qu'on peut faire. Ce qui est important dans la réponse, c'est c'est des prélèvements distaux, c'est-à-dire il faut prélever le pus de l'alvéole, et quantitatif. Il faut savoir combien
il y a de bactéries, d'unités formant colonie de bactéries par millilitre de prélèvement. Donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un délai entre le moment de l'intubation et l'apparition de la pneumopathie? Si, c'est sûr que si tu viens de l'intuber, 1 heure après, ce ne sera pas une pneumopathie acquise sous ventilation. Mais par contre, dès 12-24 heures après, il peut commencer à...